Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Nous commençons donc ce bulletin d'information aujourd'hui par la Côte d'Ivoire où les plaidoiries de Laurent Gbagbo dans le procès de l'ancien président de la Côte d'Ivoire ont été repoussées au 12 novembre prochain. Les audiences donc sur une demande d'acquittement pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale reprendront dans un mois après que la défense ait obtenu un délai le 3 octobre pour préparer sa plaidoirie. Gbagbo est jugé pour des crimes contre l'humanité et présumé commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011 qui a fait des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Il est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la CPI qui siège à La Haye. Les audiences devant la Cour sur la demande d'acquittement étaient prévues jusqu'au 5 octobre 2018. Lors de l'ouverture des plaidoiries mercredi dernier, la défense a formulé le souhait de bénéficier d'un délai afin de pouvoir répondre à tous les arguments de l'accusation. Toujours en Côte d'Ivoire et concernant justement la reprise du procès de l'ancien chef de la République, Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, plusieurs patriotes ivoiriens se sont donc rassemblés à l'occasion pour regarder en direct les audiences, ceci à travers la projection justement de ces audiences sur écran géant. C'est un reportage signé par notre correspondant Isaac Etaou, accompagné de Charles Dassy. Sous l'impulsion du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP, représenté par des membres de sa haute direction avec à leur tête Bly Roselin, premier secrétaire adjoint chargé de la formation politique et de l'idéologie du parti, et avec le soutien de Sam l'Africain, président de la NACIP, invité spécial à ce rassemblement, les patriotes ivoiriens se sont retrouvés à l'espace Baron de Yopougon, à Abidjan, pour suivre en direct la reprise du procès de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, injustement incarcéré à La Haye depuis la prise du pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est avec le grand espoir de la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé que les organisateurs et l'invité spécial de ce rassemblement ont tenu à dire leur soutien et encouragement aux leaders panafricains détenus à La Haye. Avoir la mobilisation extraordinaire du peuple de Côte d'Ivoire depuis 7 ans que nos deux leaders sont injustement détenus à la CPI, cela témoigne de la justesse de leur combat. Le combat pour une Côte d'Ivoire souveraine, le combat pour une Côte d'Ivoire prospère, le combat pour une Côte d'Ivoire digne. Et c'est ce qui démontre donc cette mobilisation. Et je voulais saluer pour dire que nous sommes attachés donc à notre leader, le président Laurent Gbagbo, et nous apportons notre soutien indéfectible au ministre Charles Blé Goudé, leader du COJEP. C'est ce qui témoigne aujourd'hui cette rencontre ici au Baron, pour vivre en direct ces procès. Nous sommes sereins, nous sommes très confiants quant à une issue heureuse donc de ces procès. Parce que vous avez constaté, 82 témoins ont défilé à la CPI sans apporter la moindre preuve de leur culpabilité. Et donc nous sommes sereins et confiants. Et nos leaders, le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé, vont regagner leur pays, vont nous retrouver ici parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'eux pour la paix et pour la réconciliation. Je suis venu soutenir nos petits frères de COJEP. En même temps aussi, on a tous nos jeunes de la NACIP qui sont ici, sont venus aussi soutenir. Et en même temps, regarder le procès qui commence aujourd'hui et puis voir l'évolution des choses, comment ça s'est passé. Nous, notre prière, c'est que l'acquittement soit accepté et que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé retrouvent la famille, qui reviennent en Côte d'Ivoire chez eux. C'est notre prière, ça. Mon message d'abord aux jeunes patriotes qui continuent à croire que le président Laurent Gbagbo sera libéré, parce que Dieu est juste, et c'est Dieu qui parle dans le cœur des hommes. Et Dieu va faire son travail. Et je demande à toute la population ivoirienne aussi, pour aller à la réconciliation, qu'ils acceptent l'acquittement du président Laurent Gbagbo pour qu'aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire se retrouve entre les filles et les fils de ce pays, par la réconciliation, et que la paix définitive arrive dans ce pays-là. Notons que l'espace Baron de Yopougon et plusieurs autres places ont été aménagées dans la capitale ivoirienne par les responsables du COJEP et du FPI pour y projeter la reprise de ce procès, dit procès de la honte, afin de permettre à un grand nombre de populations de suivre en direct l'audience du procès de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI. À
à Madagascar, nous parlons de présidentielle. Le pays veut assainir son processus électoral. Et pour les autorités du pays, cela passe aussi par une gestion responsable des comptes de campagne des candidats au scrutin. Et dès la prochaine présidentielle, prévue en novembre, le pays expérimentera une nouvelle commission chargée de scruter les comptes de campagne. Mis sur pied donc en avril dernier, cet organe est prévu dans la nouvelle loi électorale et contient dans son cahier des charges le contrôle du financement des campagnes des candidats aux élections. Il devra notamment s'assurer du respect de la condition du compte unique et de contrôler la légalité des recettes perçues et le caractère électoral des dépenses effectuées. Sauf qu'à moins d'un mois du premier tour de la présidentielle malgache, l'opérationnalité de cette commission lève des doutes. Alors que la campagne s'ouvre dans environ 5 jours, aucune ligne budgétaire ne lui a été consacrée dans la loi de finances, alors que la loi portant création de cette commission indique que son financement est supporté par le budget de l'État. La présidentielle fixée dans le 7 novembre prochain crée déjà des remue-ménages et justement pour l'occasion il y a plusieurs candidats qui ont décidé de jouer plusieurs tours, surtout de leur charme pour que la population leur vote et qu'ils prennent définitivement le siège de la magistrature suprême. C'est le cas du pasteur Melho. C'est un reportage de Linda Dedi. La date des élections étant fixée au 7 novembre prochain avec 36 candidats enregistrés à la course au fauteuil présidentiel, le mois de septembre à Madagascar s'est démarqué par un révélateur de la campagne électorale. Il s'agit du candidat pasteur Melho, dont la politique se distingue par une rhétorique anti-française, une synthèse d'idées politiques et religieuses, ainsi qu'une croyance inconditionnelle dans l'avenir heureux de Madagascar. Cette nouvelle politique a été soutenue non seulement par de nombreuses associations chrétiennes, protestantes et catholiques, mais aussi par un certain nombre de syndicats dont le rôle dans le mouvement de protestation de Madagascar a toujours été important. Raison pour laquelle plusieurs sites de campagne ont été mis en exergue, à l'exemple du concert-meeting sur la place centrale de la ville de Finaranzantois, qui prend environ 40 000 supporters le 9 septembre dernier. Le concert également meeting sur la place centrale de la ville de Tamawatave avec environ 50 000 supporters le 16 septembre. Un autre concert meeting au stade de Mahamasina dans la ville d'Antananarivo avec au total environ 50 000 supporters également le 22 septembre. Un autre concert et pas des moindres, concert meeting sur la place centrale d'Antsirabe avec environ 30 000 supporters cette fois-là le 23 septembre. Un autre également sur la place centrale de la ville d'Ambatondrazaka avec environ 30 000 supporters aussi le 27 septembre pour ne citer que cela. En attendant donc le jour J, la tournée du candidat continue. Toujours à Madagascar, il n'y aura plus de coalition entre le parti TIM et le MFM. C'est du moins ce qu'a annoncé Manan Daffy lors du congrès de son parti politique, le TIM. C'est donc une rupture qui semble bénéfique à ce parti politique-là qui participera seul aux élections. Linda Dedi signe une fois de plus ce reportage. Malheureusement, le MFM de Mandafi ne sera pas de la course présidentielle à venir à Madagascar, car Marc Ravalomanana a fait le choix de faire chemin seul en laissant de côté son allié Mandafi, Rakotonirina, qu'il a toujours soutenu fidèlement depuis plusieurs années. Pour preuve, c'est le parti TIM qui se présentera aux élections et non le MFM. Un cliché qui soulève à nouveau la problématique de la trahison au sein de la politique malgache, où les acteurs que sont les politiciens ont la mémoire courte, à en croire une certaine opinion qui se penche sur l'histoire, qui nous rappelle qu'en 2001, Mandafi a joué un rôle majeur en persuadant Marc Ravalomanana de réclamer la majorité au premier tour de l'élection présidentielle et de refuser de participer à un second tour du scrutin. Et sa stratégie alternative, consistant à descendre dans la rue, avait finalement été couronné de succès. Résultat, Ravalomanana a assumé la présidence et Rakotonirina est devenu conseiller spécial du président.
En 2009 également, suite au coup d'État d'Andry Rajoelina, des soldats munis d'un mandat d'arrêt contre Rakotorina ont pris d'assaut le Carton et l'ont arrêté le 29 avril, trouvé caché dans une salle de bain après avoir cherché pendant environ 1 heure. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que malgré ces années de bons et loyaux services, Mandafi et compagnie semblent être devenus des personae non grata pour le candidat Ravalomanana et son entourage. Ainsi donc, celui qui a réussi à se placer deuxième derrière Ratsiraka avec 20% des voix en 1989 et qui a fini troisième avec 10,2% en 1992, est donc actuellement à la recherche d'une nouvelle écurie à rejoindre en vue de la présidentielle du 7 novembre prochain parce qu'indésirable auprès de son ancien allié. Le président de la République, Alpha Condé, a destitué le président de la Cour constitutionnelle, Khalifa Sall. Il a tout de suite remplacé par Mohamed Lamine, qui occupait jusqu'ici le poste de vice-président de cette institution. Les détails avec Serge Taboué. L'éviction du père choix de la Cour constitutionnelle de Khalifa Sall a été confirmée par le président guinéen Alpha Condé. Un acte pris par le président mercredi à travers un décret faisant du vice-président Mohamed Lamine Bangoura nouveau président de la Cour constitutionnelle. Les autorités guinéennes justifient une telle décision par la gestion opaque du désormais ex-président. Avec ce décret, c'est ainsi plusieurs mois de tension entre Khalifa Sall et ses collègues de la Cour qui réclamaient son départ. Une tension qui avait atteint son pic par l'annonce d'une destitution qui paraissait impossible au regard des lois constitutionnelles dans ce pays qui stipulent que le président de la Cour constitutionnelle est élu pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Du reste, ces derniers jours, les signes annonciateurs de cette destitution se faisaient de plus en plus ressentis, comme le démontre le retrait des gardes du corps de Khalifa Sall et son absence lors de la célébration le 2 octobre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Au Gabon, l'élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain au Cameroun se poursuit sereinement dans le pays. Et d'Ali Bongo, le bureau de la sous-session du RDPC au Gabon a lancé sa campagne justement pour ces élections le 2 octobre 2018. C'était à Toum, à quelques kilomètres de la capitale Libreville. C'est un reportage de nos correspondants Fatih Raina et Alinou Marcelin. À quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain au Cameroun, le bureau de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le Gabon a tenu un méga meeting de lancement de la campagne électorale ce 2 octobre à Toum. Localité située à quelques kilomètres de Libreville, la rencontre de Toum a permis de renforcer les liens avec les militants des bases, d'où la satisfaction de la délégation conduite par le président Pierre-Enes Monchili, qui l'exprime en ces mots. Oui, on a choisi normalement la commune de Komanda parce que cette commune a toujours voté le président à 100%. Voilà pourquoi on a choisi pour dire que nous sommes reconnaissants. Étant donné qu'en 2011, toute la voix de la commune a été au chef de l'État, donc il a fallu quand même que nous soyons reconnaissants pour venir commencer la campagne ici. Non, tout se fait à l'ambassade du Cameroun pour les problèmes de sécurité. C'est l'amour du pays. Ces gens aiment leur pays. Et c'est aussi l'amour du président pour notre président, le président Paul Biya. Vous savez, il a normalement préservé l'intégrité de notre pays. Il a maintenu notre pays dans la stabilité. Donc il y a de quoi que les gens puissent se mobiliser pour dire que nous voulons barrer la route normalement aux apprentis sorciers. Donc je crois que c'est pour cela qu'ils sont venus massivement comme ça. Prenant la parole au nom des militants et sympathisants du RDPC de cette localité, le président de la sous-section RDPC de Ntoum, M. Mbombo Kassimo, a tenu à exprimer la joie qui les anime avant de rassurer l'assistance d'une victoire à 100% au soir du 7 octobre en faveur du candidat de l'expérience, son excellent M. Paul Biya. J'ai prouvé et j'ai démontré que j'avais une force de frappe. C'est pour cela que vous avez vu cette forte mobilisation pour donner notre voix à notre champion qui est le président de la République, Paul Biya. Nous lui proposons un vote cash sans réserve pour qu'au sortir du 7 octobre 2018, que Ntoum ait un vote de 100% en faveur de notre champion qui est le président de la République, son excellence Paul Biya. Cérémonie réunissant des autres personnalités venues de Libreville, dont le président de la diaspora camerounaise au Gabon,
La rencontre de Toum s'inscrit dans le registre des événements inédits, d'où l'espoir d'une victoire sans bavure. Toujours au Gabon, le Gabon économique spécial a signé un contrat avec justement un contrat de traçabilité et de certification des grumes. Ce contrat a donc été signé le 3 octobre 2018 entre le FRMI et le Brain Forest. Nos correspondants Fatih Raina et Aline Marcelin signent une fois de plus ce reportage. Situé à quelques kilomètres de Libreville, le Gabon Spécial Economic Zone a signé ce 3 octobre un contrat de service avec la société française FRMI et l'ONG Brain Forest en vue de mettre sur pied un bureau dont le rôle consistera en la certification et la traçabilité de toutes les légumes entrant dans la zone économique spéciale de Nkok. Le PDG de FRMI, M. Bernard Kassaigne, dans son mot de circonstance, a donné la raison d'être de ce contrat, tout en déroulant leur méthode de travail. Nous accompagnons à la fois les États et les opérateurs économiques privés dans la bonne gestion forestière. Donc voilà, je suis forestier de formation et après 10 ans passés dans la recherche-développement, j'ai créé FRM. Et dans le cadre de cette opération, c'est un partenariat avec l'ONG Brain Forest, bien connue au Gabon, qui va nous permettre, j'en suis convaincu, de déployer la solution au sein de cette agence, dont l'agence Tracer, qui est la solution, le nom donné à cette agence pour suivre la traçabilité et vérifier la totalité des flux de grumes qui rentrent dans la zone économique spéciale de Dunkok. Pour le coordonnateur des programmes de Brain Forest, M. Marcel Dunant, il est impératif de respecter la loi afin d'atteindre les objectifs en matière de gestion des nouvelles données. Le premier point, n'est-ce pas, c'est celui qui va consister à réduire les risques d'exploitation illégale. Parce qu'avec le dispositif, n'est-ce pas, d'évaluation, de suivi qui sera mis en place, il est fort à parier que les sociétés, n'est-ce pas, qui vont mener des activités ou des actions qui ne seront pas conformes à la loi vont progressivement être recadrées. Donc c'est en ce sens que nous pensons que le dispositif va réduire les risques d'illégalité. Quand on analyse la production nationale, on va constater qu'une bonne partie de la production transite par Nkok. Et en ce sens, n'est-ce pas, ça rend le projet assez important du point. Ensemble, le bureau mis en place permettra par son travail de voir plus clair dans les différents mouvements des grumes au sein de la zone économique spéciale de Nkok. Nous restons dans le cadre de l'économie, mais cette fois-ci au Sénégal, où la directrice générale du Bureau régional de développement et de prestations de services pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement et le ministre de l'économie, des finances et du plan du Sénégal ont procédé à la signature de 4 conventions. La cérémonie qui s'est tenue le 2 octobre à Dakar portait sur un montant total de 121,114 millions de francs CFA. L'enveloppe est destinée d'abord au projet de désenclavement des zones de production en appui au programme national de développement local qui bénéficie d'un financement de 20 millions d'unités de compte, soit un peu plus de 15,530 millions de francs CFA. Un projet appelé à bâtir une croissance économique forte et inclusive, particulièrement en zone rurale. Cette manne financière octroyée par la BAD devra également permettre à financer le projet de réhabilitation de la route Zenoba-Ziguinchor-Mpac et le désenclavement des régions du Sud, pour lequel le concours financier de la Banque africaine de développement est de 85 millions d'euros, soit 55,766 millions de francs CFA. Le troisième accord de financement d'un accord de 14 millions d'unités de compte, soit 10,871 millions de francs CFA, concerne le projet de développement des compétences de l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur porteur. Sans oublier donc le projet d'appui au programme d'urgence de développement communautaire dont le financement octroyé par la Banque africaine de développement est de 60 millions d'euros, soit 39,357 millions de francs CFA.
En Afrique du Sud, nous parlons également d'économie. Le taux de croissance de ce pays-là devrait atteindre les 3% à l'horizon 2020. Un regain que la banque d'investissement américaine lie à des réformes mises en œuvre ces derniers temps par le président Ramaphosa. L'Afrique du Sud allait ces derniers temps. L'Office sud-africain de la statistique annonçait récemment que le PIB de la première puissance industrielle d'Afrique avait baissé de 0,7%. La baisse de ces 0,7% a pour origine un recul de l'activité dans les secteurs de l'agriculture, du transport, du commerce et de l'industrie manufacturière publique. Mais dès l'année prochaine, l'Afrique du Sud devrait enregistrer une relance de l'activité économique. La croissance économique devrait passer de 2,8 à 3,2% en 2019. Et cette embellie à venir s'explique par deux raisons. D'abord, le contexte mondial, l'une des raisons pour lesquelles Goldman Sachs, l'opérateur américain, est optimiste quant à la capacité du pays à retrouver une croissance de 2,8% l'année prochaine et de 3,2% en 2020. C'est que le contexte mondial est constructif. Les deux économies les plus importantes, les États-Unis et la Chine, se portent donc bien. Ensuite, la politique de Cyril Ramaphosa qui a promis au deuxième trimestre de cette année un plan de relance pour tenter de remettre l'économie sur orbite. L'annonce était donc un coup de poing destiné à assainir l'environnement des affaires en Afrique du Sud. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en février dernier, Cyril Ramaphosa entend restaurer la confiance des entreprises qui s'est détériorée pendant le règne de son prédécesseur. En République démocratique du Congo, c'est le pays qui table cette fois-ci sur une montée de croissance de 5% l'année prochaine. C'est du moins ce que fait savoir un rapport qui est sorti du Conseil des ministres, justement en République démocratique du Congo. Les détails avec Michel Tony Michael Menga. L'exécutif du président Joseph Kabila mise sur un PIB de quelques 54 milliards de dollars pour un pays de 76 à 85 millions d'habitants. Le gouvernement a misé sur un taux de change de 1790 francs congolais pendant l'exercice 2019 contre environ 1650 actuellement. Le dollar est utilisé dans toutes les transactions quotidiennes et dans tout le pays avec le franc congolais. Ce projet de budget adopté en Conseil des ministres doit encore être adopté par le Parlement avant les élections du 23 décembre prochain. Selon le député de la majorité Henri Thomas Lokondo, l'examen et l'adoption de ce budget sont urgents pour une gestion saine des finances de l'État. Ceci à 12 semaines des échéances électorales 2 fois reportées. Il admet cependant que son exécution en l'état par le nouveau président élu à une nouvelle majorité ne sera pas évidente. Depuis 2012, la RDC a connu une croissance robuste et soutenue de son économie jusqu'au choc provoqué par l'effondrement des prix du cuivre sur les marchés mondiaux en 2015. D'après le ministre des Finances du pays, cette évolution du PIB reflète la reprise des activités dans le secteur minier. Le Conseil des ministres a en effet noté dans le secteur minier l'augmentation graduelle de la production et des exportations du cuivre et du cobalt. Autre élément qui justifie l'appréciation du PIB en RDC, la mise en service de 2 nouvelles cimenteries installées dans le Congo central, tel qu'a expliqué le porte-parole du gouvernement congolais. Et selon la Banque mondiale, l'économie de l'Afrique est en plein essor. Ceci est dans les secteurs de l'agriculture, les secteurs du transport et également les secteurs miniers. Ceci à travers justement les nouvelles technologies. Après cela, nous mettons le cap au Zimbabwe où une campagne est lancée. Une campagne justement de vaccination massive pour combattre une épidémie de choléra qui a tué au moins 49 personnes. Le ministre de la Santé a déclaré que la campagne de vaccination avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé ciblerait plus de 500 000 personnes entre le 3 octobre et le 7 du même mois. Il a indiqué que près d'1 million de personnes supplémentaires seront vaccinées à partir de la semaine prochaine. Le gouvernement a déclaré que l'épidémie avait rendu malade plus de 9 000 personnes, principalement dans la capitale Harare, depuis septembre dernier. Les infrastructures d'Agetuk et d'égouts se sont effondrées. Les eaux d'égouts non traitées s'écoulant librement dans certaines rues de Harare. Le président récemment élu Emerson Mnangagwa a juré donc de lutter contre cette maladie médiévale. Les dirigeants nigériens tentent également de contrôler une épidémie similaire dans ce pays-là.
Le ministre a déclaré cette semaine qu'il avait enregistré plus de 3690 cas de cette maladie cette année causée par de la nourriture ou de l'eau contaminée et pouvant tuer en quelques heures si elle n'est pas traitée. Cap cette fois-ci au Niger, les autorités nigériennes ont expulsé une employée de Médecins sans frontières. Ceci pour avoir donc donné une mauvaise information dans le pays. Les détails avec vous, Serge Taboué. Anne Pitet est l'employée de Médecins sans frontières expulsée du Niger. Et pour cause, souligne le ministre nigérien de la Santé Idi Iliassou, une vidéo dans laquelle elle a manipulé des informations en rapportant qu'à Magaria, dans le sud-ouest du pays où elle exerçait en tant que pédiatre, il y a 10 décès par jour, soit 298 à 300 décès par mois, engendrés par la malnutrition et un pic de paludisme. Poursuivant ses propos, le ministre de la Santé affirme « On est venu vérifier avec le responsable de MFF Suisse pour le Niger et tout ce qu'elle a dit est faux ». Cette sortie de Idi Iliassou vient rejoindre celle du responsable du programme gouvernemental de lutte contre le paludisme du Niger, Djemako et Adiza, qui suite aux déclarations d'une porte-parole de l'organisation à Genève, affirmant une moyenne de 10 décès d'enfants chaque jour au cours des 30 derniers jours dans la même localité, avait reconnu que de janvier 2018 à mi-septembre, les formations sanitaires du district de Magaria avaient eu à notifier 67 décès dus au paludisme. Retenons que les activités de Médecins sans frontières suisses vont se poursuivre dans le pays en dépit de cette expulsion. Il y a de cela 10 ans, plus précisément le 18 juillet 2008, suite à une crise alimentaire sévère consécutive à la sécheresse et une invasion des criquets pèlerins, Niamey mettait fin aux activités de Médecins sans frontières France dans la région de Maradi, localité située au centre-sud du pays. Nous ouvrons la page étrangère dans ce bulletin d'information. C'est avec Le Pérou où l'ancien président de la République restera derrière les barreaux. Retour à la case prison pour cet ancien président péruvien Alberto Fujimori. Mercredi 3 octobre 2018, la Cour suprême a annulé la grâce qui lui avait été accordée à Noël dernier et a ordonné son arrestation immédiate malgré les protestations de la famille Fujimori. Pour l'heure, l'ex-chef d'État est hospitalisé. L'ancienne candidate présidentielle Keiko Fujimori a indiqué que ce mercredi était l'un des jours les plus tristes dans la vie de sa famille. Et fille d'Alberto Fujimori et leader du parti Force Populaire, Keiko Fujimori estime que son père est victime d'une vengeance politique et considérant la résolution injuste et inhumaine. Elle a donc annoncé que sa famille fera appel. Alberto Fujimori a été interné dans une clinique de Lima où la police judiciaire s'est aussitôt rendue. Annulation du pardon concédé par l'ex-chef d'État péruvien Pedro Paolo Cuncusi fait suite à la demande présentée par 3 membres de famille des victimes de massacres de Barrio Altos et la Cuentuta, dont Fujimori était considéré comme l'auteur intellectuel. Leur argument soutenu par la Cour interaméricaine des droits de l'homme était qu'Alberto Fujimori n'avait pas le droit à une grâce humanitaire, n'étant pas moribond. Et voilà qui met en thème à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média. De votre fidélité, nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Retrouvons-nous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Sur ce, portez-vous bien.